toute l'annuaire pour épingler juste la ligne frais de déplacement, location d'aéronefs. Le président de la République n'a pas un avion à sa disposition. Il devait quand même, en son rang, se déplacer avec un aéronef de location. C'est ça qui expliquerait cette ligne de 14 000% si on avait budgétisé 2 déplacements pour 100 ou 200 000 $, alors que le président en a effectué une dizaine. Très facilement, on dépasserait dans les 14 000%. C'est rien. Mais dans la globalité, l'image qu'il fallait donner, la vraie information, c'est 318% des dépassements, alors que l'environnement, conservation de la nature, 736%. Urbanisme et habitat 442. Revenons sur la présidence, monsieur Christian. Oui, mais quand on parle de 736% pour environnement et conservation de la nature, certains vous diront leur budget peut être faible, pas aussi important que la présidence de la République, et que il s'explique peut-être, il n'est pas aussi énorme. Quand on parle de 14 100%, par exemple, pour les voyages du chef de l'État, on s'imagine peut-être que on parle de quand même beaucoup plus notamment que le budget de l'environnement et conservation de la nature, à des montants qui peuvent avoisiner l'achat d'un avion. Oui, mais l'achat d'un avion, c'est beaucoup plus cher que ça. Ça, on va y revenir. Mais je reviens sur les 318%. Là, on me donne l'occasion de parler aussi. Mais, monsieur Christian, le budget 2019 n'avait pas pris, à titre d'exemple, le fait que, en 2019, on payerait au président sortant, qui est aujourd'hui sénateur à vie, des sommes exorbitantes que je ne citerai pas, mais je connais. Oui, mais bon. Non, laissez-moi expliquer. Mais c'est dans la présidence, justement. C'est la présidence qui paye au président. C'est la présidence qui paye. C'est ce que les gens ne savent pas. De combien de pourcents cela ferait excéder? Non, parce que ça c'est important. Non, parce ça que je ne voudrais pas le dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis très élégant. Monsieur Bilomba, aujourd'hui, nous sommes en pleine consultation où les uns accusent les autres. Je peux vous dire. L'élégance, si vous aviez été à ce point élégant, vous n'auriez pas mentionné l'allocation à l'ancien président. On est dans quel ordre en pourcentage? Laissez-moi vous dire que ce qu'on donne aujourd'hui au président sortant, le sénateur à vie, c'est de l'ordre de ce qu'on paye rémunération à des DG des sociétés multinationales cotées en bourse de Paris, de Francfort, de Hong Kong. Alors que la rémunération du président en exercice, c'est consigné dans la loi. C'est une somme modique. De combien? On peut savoir ça? Non, je peux pas le dire, sinon je dois dire les deux. Le but n'est pas là. Moi, je suis élégant. Je ne viens pas exhiber des chiffres de 14 000%. Je suis responsable de montrer que l'interprétation des chiffres, il faut donner ça avec précision pour ne pas dérouter l'opinion. Alors, pour ne pas dérouter l'opinion, puisque vous avez abordé ce sujet, allocation au sénateur à vie. 318,71% de dépassement pour la présidence. Si vous n'aviez pas à payer cette charge, votre dépassement aurait été votre question de 300% ou plus, moins. Vous prenez la tangente. Je vous dis que la rubrique qui concerne le paiement sénateur à vie, c'est de l'ordre des DG des sociétés multinationales cotées en bourse. Je pense que ce que je suis en train de dire, les initiés vont comprendre cela. C'est très clair. Assumé par le président Tshisekedi. Assumé par la République sur la section 10 de la présidence. Et aujourd'hui, laissez-moi enchérir. Je ne viens pas pour taper sur les sénateurs à vie. Avec 2500 gardes républicaines, il y a combien de présidents? Ça coûte de l'argent. N'est-ce pas? Le sénateur à vie a 2500 gardes. C'est pas plus. Alors vous comprenez? Tout ça, c'est aux frais de la présidence. Depuis quand? Et c'est ça qui fait gonfler ces chiffres. Monsieur Trump va quitter bientôt. Est-ce que concomitamment, il aura les mêmes prestations en tant que président actuel par rapport à la situation qui va prévaloir le 20 janvier 2021? Non. Ce sont donc ces accords-là que le président veut condamner. C'est une occasion pour que les députés, à qui j'ai beaucoup de respect, doivent saisir l'occasion de révisiter
oui, cette loi sur le sénateur à vie afin de faire respirer la loi des finances. C'est très facile de critiquer, mais là, en fait, ils m'ont donné l'occasion de montrer qu'ils n'ont pas bien mijoté avant de critiquer. Avant de critiquer, il faut bien mijoter et surtout respecter la loi. Ne pas respecter la loi. L'article 84 et 87 de la LOFIP 2011 montrent à suffisance qu'il y a eu un déficit d'honnêteté de la part du ministre des Finances. Soyez un peu plus précis. Soyons, l'opinion on a bien avec des chiffres de 14%. On a bien compris que vous le contestez et après vous, nous le recevrons. En tout cas, nous allons essayer. Soyons précis. C'est 20%, c'est 30%, c'est 50% du budget de la présidence dont vous faites mention ici, ou c'est 10, 1%, ça aurait sa part, je suis d'accord. Mais là, on parle de 318,71%. Cette seule allocation du président de la République explique ces chiffres? Cette rubrique, elle est tellement énorme que j'ai honte de le dire ici dans les ondes. Je m'excuse, en tout cas, je ne le dirai pas. Mais je connais les chiffres. Je connais ce qu'on paye au sénateur à vie. Je connais ce qu'on paye au président de la République. Moi, je connais. Je vous dis que c'est de la honte pour un pays comme le nôtre, où nous avons un faible niveau de mobilisation des ressources. Et c'est le président le mieux payé au monde. Il est dans la catégorie des DG, des MD, des multinationales cotées en bourse. Il est donc le seul responsable du dépassement à la présidence de la République. Une grosse partie. Et puis j'enchaîne. Le président Tshisekedi est arrivé dans le contexte qui était le sien. Évidemment, l'équipe sortante n'avait pas autant de membres de la présidence. Parce que les gens souvent confondent. Les cabinets, c'est pas la présidence. La présidence, c'est les cabinets et dans la présidence. Il y a plusieurs services attachés à la présidence. On a d'ailleurs accusé le président Tshisekedi d'en avoir créé beaucoup trop. Certains qui ont d'ailleurs la même raison sociale que d'autres. Écoutez, ça c'est la politique du président. Il a eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans. Il a le temps de recadrer. Il a le temps de se projeter, parce qu'aujourd'hui, M. Christian, le plus important, et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de ne pas me dérouter de l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, les Congolais ne le savent pas. Mais je profite de votre antenne pour le dire. Aujourd'hui, nous risquons la noyade. Et je suis serein et calme. Nous risquons la noyade et nous faisons un effort considérable pour ne pas tomber dans la noyade, parce qu'il y a 3 choses pour lesquelles nous devrions absolument remplir comme condition pour ne pas tomber dans la noyade. Ça veut dire quoi? Il nous faut absolument signer un programme de référence avec les partenaires des institutions de Bretton Woods, parce que si nous signons cela, on aura un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains, ce qui nous aiderait à ne pas recourir au financement monétaire, à perdre les acquis de la stabilité macroéconomique et revivre l'inflation et tout le reste. Alors il nous faudrait 3 choses, notamment trouver la solution à la loi Télécom, qui est une patate chaude que nous avons héritée du régime 2018. Et cette loi Télécom, tant qu'elle ne sera pas promulguée de droit, on risquerait. Deuxièmement, il nous faudrait nommer les animateurs à la Banque centrale pour que nous puissions nous conformer à la loi organique qui organise justement la Banque centrale. Et troisièmement, on doit justifier l'utilisation des fonds Covid. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà les priorités qui devaient nous intéresser pour ne pas tomber dans la noyade. Mais voilà que le président de la République, avec tous ces éléments que je viens de vous étaler, a appelé les consultations. Alors, pour donner un coup de pied à ces programmes de consultation, on nous fabrique 14 000% qui représentent une petite ligne de rien du tout. Et il faut comprendre le concept. Il ne faut pas rabâcher les chiffres. Les chiffres, il faut les interpréter. Non, j'ai bien compris, mais quand on interprète bien les chiffres et on parle de consultation pour chercher solution, on se rend bien compte
et on doit le dire, que le problème, il n'est peut-être pas que dans l'accord FCC Cash. Je viens de faire un calcul rapide. Quand j'additionne les dépassements de la présidence, de la primature, de l'Assemblée nationale, du secrétaire général du gouvernement, des affaires étrangères, des ministères des affaires étrangères, de la décentralisation, de la défense, des finances, du budget, de l'enseignement primaire et secondaire, de l'urbanisme et habitat, de l'agriculture, de la communication et médias, environnement et conservation de la nature, sport et loisirs, fonction publique, genre, famille, enfants, je suis à 1850% de dépassement. Ça, ce sont leurs chiffres. Même si vous dites qu'ils n'ont pas été avalisés par la Cour des comptes, ça, c'est la réalité des faits. Ça, c'est la réalité des faits. On se rend bien compte que le principal ou le gros problème, sachant que 95 à plus de 100% des recettes de l'État vont dans les rémunérations, on se rend bien compte que la manière à laquelle ce pays est géré n'est pas bonne. Ah, très bien, merci beaucoup, merci, monsieur Christian. Elle n'est pas bonne, et elle est accentuée par le fait que depuis 2 ans, les responsabilités sont partagées entre FCC et Cash. Il aura fallu, 1, que le président appelle les consultations, et que 2, on parle de 14 100% de dépassement, et donc on choque les esprits, pour que l'on puisse avoir un début d'explication sur le fait que, à côté de cela, l'économie ne tourne pas. Au moment où on voit la présidence à 318%, on voit que l'économie nationale n'a que 57,35% de son budget. Donc, on peut même pas se plaindre de la politique sur l'économie nationale parce que la moitié du budget lui est donnée. La reconstruction de ce pays, on parle beaucoup il faut reconstruire ce pays. 10% du budget alloué à ce secteur lui est accordé. Le tourisme, dont on parle beaucoup, c'est 22%. Les affaires sociales, c'est 60%. On parle d'un pays qu'on veut démocratique. L'opposition politique a un budget. Il est, lui, exécuté à 0%. Alors aujourd'hui, ma question est la suivante. Est-ce que les vrais problèmes, au-delà de tout, c'est pas d'abord cette gestion, cette gestion que l'on montre, que l'on voit par les chiffres, pas très managériale, on va dire. Ben, écoutez, d'abord je dois donner une information. C'est la première fois depuis, je dirais, plusieurs décennies que nous avons pu mobiliser des recettes à un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux années passées. Ça, c'est une information. Vous pouvez la vérifier. Pour ce qu'on en fait? Non. C'est encore... Mais écoutez, vous n'êtes pas au courant des problèmes de partenariat stratégique? Les conseils des ministres qui décident d'élaguer les exonérations illégales fallacieuses. N'est-ce pas? Le ministre des Finances, qui lui contrôle les régies financières, bloque le processus et ne donne pas un ordre de mesures administratives pour implémenter les recommandations du Conseil des ministres. Et quand la DGDA a compris, a essayé de le faire en déconnectant des exonérations illégales, il a eu la foudre. Il n'y a que la DGDA. Je ne dis pas que les autres sont des récalcitrants, mais les autres attendent les go du ministre des Finances qui lui torpille. Parce que s'il était animé de bonne foi de respecter les recommandations du Conseil des ministres, il allait s'exécuter. Et il a excellé dans un déficit de vérité. Parce qu'il y a eu une réunion, ça je vais vous révéler cela, présidée par le ministre du portefeuille, avec toutes les parties prenantes des ministères sectoriels productifs. Et monsieur des Finances, il a brillé par son absence. José Sélé, oui, il a brillé par son absence. Il a envoyé, comme d'habitude, ses conseillers. Nous sommes au courant de ça. Vous êtes journaliste. Allez voir le ministre Kouété, du portefeuille qui avait présidé la réunion.
Il avait brillé parce qu'il ne voulait pas, justement, donner la chance au pays de maximiser plus de recettes parce qu'il y a trop de fraude. Aujourd'hui, quand on voit tous ces chiffres, aujourd'hui, quand on voit comment cette coalition est d'amour et d'entente et de cohésion, c'est un euphémisme, que ce soit les uns ou les autres, quel espoir, en ajoutant ces chiffres, on peut encore donner au peuple congolais qui se plaint de manque d'eau, avec un ministère qui, s'il avait 100% de son budget, paierait peut-être les factures de l'État, de manque d'électricité, avec un ministère qui, s'il était doté de ses moyens, eux n'ont pas 100% du budget, seraient livrés à tous les abonnés, et avec ce palier de la ménagère qui va crescendo, avec un ministère de l'économie nationale qui n'a pas les moyens. À quoi jouons-nous? Est-ce que la gestion, est-ce que les déclarations des uns et des autres ne sont pas un arbre qui cache une forêt de catastrophes? Ben justement, Monsieur Christian, c'est pourquoi on ne doit pas se dérouter de l'essentiel. Le chef de l'État, le premier citoyen, a compris. Et il a déclaré le 23 octobre dernier qu'il allait consulter la population congolaise, toute la base, pour donner une nouvelle orientation. Et c'est ça, le chef de l'État qui est le garant de la nation, c'est lui qui est l'arbitre. Donc, l'espoir est permis. Ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans cette situation avec des partenaires qui s'illustrent dans les cas d'espèce, à montrer à l'opinion des dépassements de 14 000%, n'ayant pas respecté la loi, ayant bafoué l'article 84-87 de la LOFIP 2011, n'ayant pas attendu les résolutions ou du moins les observations de la Cour des comptes. Alors, est-ce que c'est un partenaire ou bien c'est un torpilleur pour torpiller les consultations? C'est clair, le peuple congolais n'est plus dupe. Ça a été fait à dessein pour torpiller les consultations et nous sommes là pour recadrer. Mais l'espoir est permis. J'ai eu à passer une émission avec vous il y a quelques temps en arrière. Tous les problèmes résident, je dirais, dans deux choses, de la refondation économique de notre pays. On est resté dans des méthodes archaïques. On doit sortir de cette façon de faire. Et en parlant du budget, j'aimerais aussi comprendre, et plutôt faire comprendre à l'opinion une chose. C'est archaïque de continuer à établir un budget d'allocation des ressources. Un pays comme le nôtre, non. Nous pourrions penser à autre chose. Bien sûr qu'il faut présenter le budget à l'équilibre dépenses-recettes. Mais il faut d'abord exprimer nos besoins. Quels sont les objectifs que nous aimerions atteindre dans l'exercice 2021 ou bien 2022. Et nous allons chiffrer cela. Et si nous chiffrons à un montant beaucoup plus élevé par rapport à notre capacité de pouvoir mobiliser les recettes, parce qu'il y a beaucoup trop de voleurs, je dis bien des voleurs, des gens irrespectueux qui veulent vivre toujours dans les privilèges des impunités et des immunités, ou qui viennent de découvrir, parce que le procès des 100 jours que vous montrez, que l'on montre en exemple, a montré que c'est... Il faut bannir ça. Et ça, les réflexes devaient venir de l'unité budgétaire du gouvernement. De penser à un budget, plutôt programme, le plus rapidement possible. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est qui? C'est celui qui peut nous apporter des ressources. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accéder au financement innovant sur des plateformes financières internationales? Nous, un pays doté des assets minéraux diverses. Non. Ou soit c'est de l'ignorance, ou c'est de la mauvaise foi, parce qu'on ne veut pas que ces pays émergent.